Merci d'être présent. On a une émission aujourd'hui qui va parler des régimes de retraite et principalement de comment se préparer, ou du moins en surface, comment se préparer à la retraite pour les travailleurs-travailleuses de la construction. Alors, j'ai avec moi Stéphane Payette, directeur adjoint à la FTQ Construction, et Pierre Marcotte, conseiller en avantages sociaux, qui sont tous les deux des gens qui ont aidé beaucoup de gens au sein de la FTQ Construction à se préparer à leur retraite. Fait que, justement, je voulais savoir, Pierre, peux-tu nous expliquer un petit peu comment fonctionne le système d'épargne retraite de base là, pour les Québécois, Québécoises? Oui, bien sûr. On peut visualiser le système comme étant soit une maison à 3 étages, qui est une image qu'on utilise souvent, ou un tabouret à 3 pattes. Donc, essentiellement, il y a un volet fédéral, donc un régime fédéral, un régime provincial, qui est la deuxième patte du tabouret, et finalement, les épargnes personnelles dans lesquelles on englobe les régimes de retraite parrainés par des entreprises. Donc, premier étage fédéral, deuxième étage provincial et troisième étage épargne personnelle et régime de retraite de l'industrie. Puis là-dedans, où s'inscrit, dans le fond, le régime de retraite de la CCQ, ou du moins des travailleurs-travailleuses de la construction, il s'inscrit, qu'est-ce qu'il a comme apport dans ce- dans le tabouret, là? En fait, il y a un apport significatif parce que, faut bien, comprendre que les 2 premiers volets, donc le régime fédéral, qui offre un certain revenu imposable, mais quand même assez minime, on parle de 7 000 à 8 000 à peu près par année. 2e étage étant le régime de rente du Québec pour lequel, si on veut avoir droit à une prestation, il faut avoir travaillé, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde et avec des prestations maximales là, qui font en sorte que globalement, pour ces 2 volets-là, on peut aller chercher peut-être entre 20 et 25 000 de revenus par année. C'est vraiment pas suffisant pour espérer avoir une retraite adéquate. Donc, le troisième volet, essentiellement, c'est le volet le plus important. C'est le volet pour lequel on doit se prendre en charge. Si on a déjà un régime de retraite d'entreprise, à ce moment-là, il y a déjà un bout de chemin de fait et on doit compenser par nos propres économies. Si on n'en a pas, à ce moment-là, il faut assumer la totalité de la charge de cette prise en charge-là. C'est important de se rappeler que la retraite, c'est long. Hein. Ce n'est pas un concept de vacances ou de congé sans solde. Euh, pour une personne qui est âgée de 60 ans, l'espérance de vie, on parle d'autour de 25 ans. Donc, 25 années, c'est la durée de temps où tu vas avoir à vivre sur tes propres économies. Donc, tu ne peux pas ne pas économiser pour cette période-là. Ça va être une période très, très souffrante si tu ne le fais pas. Donc, 25 ans, donc, juste pour imaginer un peu le concept, c'est une durée plus longue que de la naissance jusqu'au moment où vous avez commencé à travailler. Donc, ce n'est pas des vacances, c'est vraiment une tranche de vie pour laquelle on doit se préparer et pour laquelle on doit se préparer psychologiquement, mais aussi de façon évidente, de façon financière. Donc, une carrière, 35, 40, 45 ans de travail, c'est le temps qu'on a de disponible pour accumuler l'argent qui va nous faire vivre pendant les 20, 25, 30 prochaines années, une fois qu'on est rendu à la retraite. Donc, super important d'économiser pendant toute cette durée-là. On ne peut pas attendre à la dernière minute pour commencer à économiser. Et puis, économiser à un taux suffisant. Et je passerai peut-être à Stéphane. Comment ça se finance? Comment on le finance, notre régime de retraite de travailleurs-travailleuses de la construction? Ben, c'est financé simplement, plus que tu travailles, plus que tu as des heures, qui est payé par l'employeur, et puis il y a une partie payée par le salarié. De là, l'importance de travailler déclaré le plus jeune possible. Je vous conte une anecdote. Souvent, j'ai vu des gens passer 50 ans venir s'asseoir devant moi, me disaient: Hey, j'ai besoin d'une job à 1800-2000 heures par année parce que je veux gonfler mon régime d'heures au maximum parce que je n'ai pas atteint mon 35 000 heures. Ce que je lui disais, je disais: écoute, je pense que tu es aux côtés de la traque. C'est pas à la fin qu'il faut mettre des heures dans la retraite, c'est au début. Donc, l'importance de travailler déclaré au début de ta carrière et non à la fin de ta carrière pour Ouais. qu'elle fasse plus Sur de toute petits la possibles. carrière. Sur le baisse, on s'entend. Mais moi, je suis un petit gars du résidentiel. On ne se fera pas de cachette dans le résidentiel, il y a des heures déguisées. On s'entend, je viens de là. Je l'ai vu de mes yeux vus. Bon, quand l'employeur t'offre 32 heures déclarées, 8 heures en banque ou on the site ou en tire ou en 2x4, appelez-les comme vous voulez, je l'ai vu. Bon, ben, cette 8 heures-là qui te manque,
au fil de 20, 25, 30 ans d'une carrière, mais on vient de changer les heures de 10, 15, 20 000 heures de différence sur une retraite. C'est énorme, là. Énorme. Mhm. L'impact économique est énorme. Et ça, est-ce que il y a moyen de le rattraper ou comment on peut financer la retraite par d'autres, tu sais, dans le fond, en dehors de travailler des heures déclarées, y a-t-il d'autres façons d'accumuler? Ben, en fait, oui, dans le sens que on a toujours la possibilité d'économiser dans nos REER. Par contre, en déclarant tes heures, ben, tu as une certitude que tu vas l'épargner parce que, veux pas, on est tous des humains. Là. Quand on a de l'argent dans les poches, on a tendance à vouloir le dépenser. Donc, la meilleure façon d'épargner, puis c'est comme pour vos payes de vacances, la meilleure façon, c'est de faire à travers la déduction à la paye, sur la paye. Donc, tu t'en rends même pas compte, tu vis avec le net qui te reste dans tes poches. Et tu te ramasses graduellement suffisamment de sommes. Donc, déclarer tes heures, c'est effectivement super important. D'autant plus que tous les cas que j'ai vus, dans aucune circonstance, l'employé était favorisé à travailler au noir. Donc, quand je regarde qui profite du travail au noir, peu importe la structure de l'entente avec l'employé, c'est toujours le patron qui bénéficie. Là. C'est toujours le patron qui réussit, lui, à s'en mettre dans les poches puis à économiser de l'argent, toujours au détriment de ce qui est l'avantage du salarié. Puis, dans le fond, la cotisation que l'on a sur notre salaire, elle est négociée. On a ça à partir des négociations de la construction. Est-ce que notre régime de retraite est bien financé présentement? En fait, première chose, premier concept à garder en tête, c'est que la structure actuelle du régime de retraite, donc le régime a été modifié au fil du temps. Il y a comme une vieille partie où on a une formule prestation déterminée, donc une formule où, pour un certain nombre d'heures, on se faisait créditer une rente. Donc, on avait comme une banque de rente qui s'accumulait au fil du temps, au fil des heures qu'on travaillait. Depuis 2005, la formule a été modifiée pour une approche, un régime d'accumulation de capital. Donc, tu cotises l'argent comme un REER, comme un compte de banque, tu cotises l'argent, les patrons cotisent l'argent et ces sommes-là s'accumulent selon le rendement des placements jusqu'au moment où vient le temps de prendre ta retraite. Au moment de la retraite, le montant accumulé est converti en rente garantie à vie. Donc, on passe d'une formule capital, accumulation de capital à une formule prestation déterminée lorsqu'on est à la retraite. Donc, une fois qu'on est à la retraite, peu importe ce qui se passe avec les rendements, peu importe ce qui se passe avec notre espérance de vie, on n'a pas à assumer ce risque-là. C'est collectivement, l'ensemble du régime, tout le monde assume ce risque-là ensemble. Donc, cet élément-là. Maintenant, un régime de retraite, ça n'imprime pas d'argent. Okay? Donc, on n'est pas en train de générer du revenu. Ce qui va sortir comme revenu de retraite dépend directement du taux de cotisation. Oui, dans vos conventions collectives, vous avez un taux de cotisation patronale qui a été négocié au fil du temps, qui est à un niveau qui est correct dans une approche où on veut partager moitié-moitié une économie en vue de la retraite. Donc, ils cotisent un taux de cotisation suffisant, mais du côté des salariés, il y avait vraiment des lacunes. Donc, c'est ce qui fait que depuis 3 conventions collectives, les taux de cotisation des salariés ont augmenté graduellement pour les amener à un taux qui correspond à peu près approximativement la même chose que ce que les employeurs versent. Donc, on a comme un partage de financement 50-50, moitié-moitié, qui s'approche de la cible de financement maximal là, prévu par la loi de l'impôt, qui est 18 de ton revenu. Donc, dans les deux cas, les sommes sont investies pour faire en sorte que l'économie et le revenu généré va être suffisant. Maintenant, c'est quand même assez récent, donc il y a certaines lacunes. Donc, évidemment, pour les jeunes, ils sont en affaires, en sens qu'un jeune qui rentre dans l'industrie peut, avec confiance, affirmer qu'il y a un bon régime de retraite. Parce qu'un bon régime de retraite, c'est pas juste la formule, c'est surtout combien d'argent on met dedans. Donc, il y a un bon régime de retraite, ce qui fait que rendu à sa retraite, il devrait avoir généré suffisamment de revenus pour espérer une retraite confortable. Une retraite confortable, ça veut pas dire une retraite riche, là. C'est une retraite où est-ce qu'on maintient les mêmes habitudes de vie. Par contre, pour les personnes un peu plus âgées, qui sont plus avancées dans leur carrière, ben là, il peut y avoir eu certains manques d'économie
qui, dans plusieurs cas, peuvent avoir été compensés par d'autres épargnes ailleurs, de l'immobilier ou du REER ou d'autres actifs. Et ça peut être le chalet, tout ce genre d'actifs-là qui peut contribuer à créer le capital qui sera utilisé pour générer du revenu à la retraite. Tu parlais dans le fond, de l'activité de retraite. Puis, Stéphane, me fais souvent la référence comme quoi une retraite, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça peut l'être, mais dans le fond, comment est-ce. Ce que j'en comprends de ce que me dit Pierre, c'est que on peut avoir une retraite confortable, c'est-à-dire on garde le même niveau de vie, mais si comment on planifie ou comment plutôt on prépare une retraite, autrement que juste financièrement, mais dans sa tête. C'est une très grosse question, effectivement. J'ai assisté dernièrement au mondial, au sommet sur la retraite, et puis c'était une discussion. Est-ce que la retraite, selon vous, est un long fleuve tranquille ou je lâche un petit peu le boulot, je travaille un petit peu moins, quand il fait frais, trop chaud, je travaille pas, et puis je continue à travailler un petit peu part-time, puis je retire ma retraite. Puis là, 80% de la salle est sortie, je vais travailler plus mollo, mais je vais continuer à payer l'épicerie avec, ou les taxes, ou l'assurance, ou peu importe. Parce que quand on tombe à la retraite, on baisse un peu notre rythme de vie, naturellement. Mais l'argent ne pousse pas après les arbres, on ne se fera pas de cachette. Puis je rouvre la porte aussi avec Pierre. L'IPC cette année est énorme, on s'entend, tout le monde l'a vu, c'est d'actualité incroyable. D'habitude, un IPC tourne autour de 1,8, 1,9 annuel. Je ne suis pas loin de. Cette année, en janvier 2022, on était à 6,6, plus ou moins. Donc, il y a une méchante écart. Quand je décide de prendre ma retraite à 60 ans, je lance ça comme ça, à 60 ans, mon pouvoir d'achat veut pas. En 10 ans, si je vais à 1,8 par année, mais dans 10 ans, j'ai 18% de perte d'achat avec ma retraite. Donc, il faut que je la planifie, ma retraite. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Tout dépendant. As-tu hérité? As-tu un immeuble à revenus? As-tu une hypothèque? As-tu vendu ta maison? Il y a tout ça. Puis, tu sais, on parle de retraite, puis j'entends les jeunes aussi me dire « Ouais, mais c'est facile, toi. » C'est pas plus facile pour moi que pour les gens qui sont assis autour de la table. Faut en parler. Il faut se préparer. Il faut mettre de l'argent de côté. Puis ces années-ci, c'est pas facile de faire ça. Vraiment pas facile. Vraiment pas. Je dirais peut-être pour échanger avec Stéphane, dans le sens que l'inflation est un élément vraiment important qui, sur une courte période de temps, ne nous fait pas vraiment mal, dans le sens qu'on le voit plus ou moins. Mais plus ça avance, plus l'effet se fait sentir. Donc, sur une longue période de temps, l'inflation, c'est vraiment un élément qui peut être problématique. Je reviens à l'image initiale du tabouret à trois pattes. Il y a deux des pattes. Donc, le régime fédéral, la pension de sécurité de la vieillesse, puis le régime provincial, le régime de rente du Québec, ces deux régimes-là sont indexés à 100% du coût de la vie. Mais la partie la plus importante, la partie la plus sollicitée pour générer du revenu de retraite, qui sont vos épargnes personnelles et le régime de retraite de l'industrie, ça, c'est pas indexé au coût de la vie. Donc, dans la planification, dans les réflexions, ça doit être une variable qui est considérée. Je vais prendre la balle au bon. Oui. Confrère. J'entends, je l'ai entendu dernièrement, oui, mais pourquoi vous indexez pas nos retraites? Écoutez, avec l'industrie de la construction, on parle de 206 000 travailleurs. Indexer la retraite, on parle de milliards annuels. À chaque année, mettre l'argent rétroactivement. Tu sais, comme cette année, il a fallu que je mette 6,6% dedans pour les 206 000 travailleurs. C'est énorme. Je prends l'argent où? Là, je vois les réseaux sociaux me dire « Ouais, mais négociez-le. » 100% du salaire à des places, il reste seulement pour la retraite. 100% du salaire, je me répète, là, c'est énorme. Là. Puis il y a même des municipalités cette année qui avaient des retraites indexées à chaque année, qui ont décidé cette année, on n'a pas les moyens de l'indexer. Je l'ai entendu, ça. Imaginez, moi, indexer, dites-moi où est-ce que je prends l'argent. Êtes-vous prêt à mettre 100% de votre salaire pour la mettre dans la retraite, tout dépendant. Si Raphaël a
28 000 heures, il faut que j'indexe 28 000 heures à 6 %. Calculez-le. Vous avez une calculatrice sur vos téléphones, vous êtes capable de le faire. Puis si Gabriel a 22 000 heures, lui, il faut que j'indexe 22 000 heures fois 6,6. C'est énorme. C'est des milliers d'argent pour chaque travailleur. Mais je l'ai entendu, celle-là, puis il faut être conséquent dans tout ça, de préparation d'une retraite. Oui, absolument. Les coûts pour indexer, comme tu dis, Stéphane, c'est astronomique. En fait, pour vous donner une règle du pouce, prendre un investissement de 1 $ pour générer un revenu de retraite, si je voulais que ce revenu de retraite-là soit indexé, il faudrait que je mette 1,35 $. Donc, c'est 35 % d'augmentation de coût juste pour le volet indexation. Donc, il y a souvent des débats à savoir, est-ce que je préfère avoir une rente qui n'est pas indexée, que je peux, dans le futur, négocier ou aborder des indexations, ou est-ce que je préfère avoir une rente qui est plus petite, mais qui est indexée, donc avec le même capital. Mais bien souvent, on préfère avoir une rente tout de suite qui nous permet de prendre notre retraite. Parce qu'avoir une rente qui est indexée, probablement qu'au moment où on veut prendre notre retraite, on n'aurait pas assez de revenus. Il serait indexé, mais on n'aurait pas assez de rente de retraite, compte tenu qu'on a mis beaucoup de financement sur l'indexation. Donc, dans les designs de régime de retraite, premier principe souvent qu'on va faire, c'est qu'on va dire, regarde, on va commencer par te générer un revenu de retraite adéquat pour que tu puisses prendre ta retraite. Dans un deuxième temps, on attaquera l'indexation. Ça ne donne rien d'avoir une rente indexée si tu ne la prends pas, ta retraite, parce que tu n'as pas assez de revenus de retraite, parce que tu n'es pas capable de partir. Là, ça retouche un peu ce que tu disais, Stéphane, à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui, maintenant, veulent avoir plutôt une transition vers la retraite. Hein? Donc, dans le passé, on avait des modèles où est-ce qu'on travaillait pendant 30-35 ans, puis du jour au lendemain, pouf, on arrêtait de travailler. Ça crée des chocs émotifs vraiment significatifs, vraiment importants, qui ne sont pas nécessairement en ligne avec, puis là, je sors un peu de mon domaine d'expertise, là, mais je vous rappelle, je vous exprime ce que j'ai entendu de psychologues et d'infirmières et d'autres spécialistes avec qui j'ai travaillé en planification de retraite. Et on n'est pas fait pour avoir des chocs aussi importants que ça. Donc, avoir une période où on passe du temps plein à un rythme réduit, puis pas juste le rythme réduit, l'intensité réduite aussi. Donc, ça veut pas dire je travaille 2-3 jours semaine, mais c'est parce que si pendant ces 2-3 jours semaine-là, tu te fais chier au travail parce que ton boss te met bien de la pression, c'est pas mieux, là. Donc, c'est moins, puis plus relax, moins de pression. Ça, c'est 2 facteurs super importants pour une meilleure transition, puis après ça, arriver à un moment où est-ce que, OK, je suis prêt à prendre ma retraite. Donc, 2 choses, il y a cet élément-là, donc d'y aller graduellement, puis d'aller vers quelque chose. Donc, quand on prend notre retraite, encore là, je répète, ça ne vient pas de moi, là, quand on prend sa retraite, c'est un peu comme quand tu changes de job. C'est beaucoup mieux de t'en aller vers une nouvelle job que de quitter ta job. Fait que si tu t'en vas vers la retraite en regardant en arrière, ce que tu quittes, ça va être beaucoup plus souffrant que si tu t'en vas vers quelque chose de nouveau, avec un nouveau défi, des nouveaux challenges. Vous offrez des cours de préparation à la retraite. Tu me voles les mots de la bouche. Oui. Puis, je veux dire, quel serait le message à nos membres, jeunes, moins jeunes? Effectivement. Qu'est-ce que ça leur apporterait d'aller à votre formation? Effectivement, ça a sorti encore, je me répète, sur le sommet sur la retraite que j'ai assisté. Doit-on influencer nos plus jeunes à la retraite? Ça a été une discussion lors de ce congrès-là. Et puis, effectivement, il faut influencer la relève. On s'entend? Regardez la couleur de cheveux que j'ai. Pour ceux qui ne me voient pas présentement, il m'en reste moins. Ils sont plutôt comme ma chemise blanche, on s'entend. On va être poli, on va dire poivre et sel. On va se garder une gêne. Poivre et sel sont plus que sel que poivre. Bon, je suis charpentier menuisier de métier. J'en ai perdu quelques-uns en montant des rofs. Bon, mais effectivement, il faut influencer les jeunes aussi, les sensibiliser à la retraite. Puis souvent, j'entends dire, c'est chantier. C'est loin la retraite. C'est loin la retraite. Il va-tu m'en rester dans la retraite? Tu sais, ça a l'air que dès que je peux la prendre, je dois la claimer tout de suite, tu sais, la récolter parce qu'il n'en restera plus, mais que ça s'est rendu à mon tour. Pierre va faire du surf un petit peu là-dessus. Mais effectivement, la FT Construction, on a parti des formations, des journées retraite. On invite le travailleur et sa conjointe, conjoint, s'ils sont intéressés à venir.
C'est gratuit. On donne une journée, 6 heures de formation. On parle de toute la retraite, autant au niveau fédéral, provincial, commission de la construction. On parle des REER. On fait un survol complet sur la retraite. C'est très intéressant. J'ai vu les commentaires. C'est un produit qu'on offre, puis que c'est un produit d'actualité. Ceux qui le veulent, merveilleux. Ceux qui ils veulent l'avoir plus tard, mais on va être là quand même. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. J'aimerais ça, Pierre, tu pognes le relais là-dessus. Est-ce qu'il va me rester de l'argent à ma retraite, moi? Ben oui, il va t'en rester. Ben oui, il va t'en rester. En fait, les régimes, le régime de l'industrie est capitalisé de façon à ce que les sommes qu'on verse tous dans le régime demeurent là. Donc, tout l'argent que tu as versé pendant ta carrière, puis tout l'argent que les patrons ont versé pendant la carrière, c'est là. Donc, ce n'est pas l'argent des autres que tu prends. L'argent que tu verses en ce moment, elle ne sert pas à payer la rente d'une autre personne pour ton régime de retraite de l'industrie de la construction. Il y a d'autres régimes qui fonctionnent un petit peu différemment, mais dans l'industrie de la construction, ce n'est pas le cas. Donc, ça n'arrivera jamais à une situation où ton argent va avoir servi à payer la rente de quelqu'un d'autre, puis quand ce sera ton tour, ben, il n'y en aura plus. Ça n'arrivera pas, ça. Donc, première légende de retravailler. Deuxième, c'est le 35 000 heures. On entend souvent ça, 35 000 heures. Si je suis rendu à 35 000 heures, je devrais arrêter de travailler parce que je n'accumule plus rien de nouveau. Bon, il y a deux choses à préciser à ce niveau-là. Le critère d'heure va servir dans deux perspectives. Donc, la première perspective, c'est à quel moment je peux prendre ma retraite. Donc, c'est le moment de ma retraite peut être balisé en fonction du nombre d'heures. Donc, il y a des critères. Vous avez sûrement entendu parler du 55 ans, 35 000 heures, 25 ans de participation. Donc, ça, c'est dans un contexte de quand est-ce que je peux prendre ma rente. Mm-hmm. Deuxième volet, c'est ça va être combien ma rente. Le combien de ma rente, toutes les heures que je fais me donnent quelque chose. Donc, ça n'arrivera jamais à un moment où je vais dire ça ne me donne rien de travailler puis de cotiser, j'en aurai pas plus. Tu vas toujours en avoir plus. C'est juste qu'à 35 000 heures, tu arrêtes de pouvoir partir plus tôt, plus jeune. Donc, 35 000 heures, c'est pour le quand je peux partir. Mais toutes les heures que tu travailles augmentent le montant avec lequel tu vas partir. C'est très éclairant, messieurs. Je vous remercie. Auriez-vous un petit mot de la fin pour nos membres avant que je coupe vos micros? Parce qu'il va falloir que je vous libère à un moment donné. En fait, je ferai du pouce encore sur ce que Stéphane disait pour les cours qui sont offerts. Même pour les jeunes, l'objectif qu'on a avec ce cours-là, c'est d'enlever les zones grises. Okay? Donc, quand on ne sait pas dans quoi on s'embarque, vers quoi on s'en va, bien, un, ça peut générer de l'anxiété, puis deux, ça nous empêche de bien planifier parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer puis qu'est-ce qu'on a besoin de préparer. Donc, l'objectif de ce cours-là, au-delà de dire, pour certains qui sont proches de la retraite, d'avoir des détails bien précis, mais c'est surtout de comprendre le fonctionnement de l'épargne retraite au Canada, puis de voir qu'est-ce que je peux attendre des différentes composantes, puis qu'est-ce que je dois prendre en charge moi-même. Et à ce moment-là, d'être capable de prendre des décisions en fonction de ces besoins-là. Fait que peu importe l'âge, on y retrouve quelque chose. Effectivement, puis de là, n'hésitez pas à communiquer avec vos sections locales, la FT Construction, le Facebook FT Construction. Toutes les sections locales ont un Facebook. Et puis, on va être partout au Québec. Si on a de la demande en Gaspésie, on est prêt à y aller. Prochainement, on s'en va à Québec. Gatineau, Montréal, Sherbrooke. Fait que n'hésitez pas, on attend vos commentaires. Puis, on est prêt à y aller. Mettez-nous au défi. Puis, je crois qu'on va le relever le défi. Fait que je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cette invitation à Info Chantier. C'est un balado sur la construction par la FTQ Construction. Puis, je vous souhaite une bonne journée puis à la prochaine. Merci. Bonne journée.